Bienvenue dans le magazine vidéo du mois de juin 2017 du CHU Dijon-Bourgogne. Dans ce 4e numéro, nous découvrirons le Centre de la mémoire ressources et recherche et la filière Alzheimer. Nous parlerons ensuite de la sécurité au bloc opératoire, mais tout de suite, nous allons aborder la lobectomie pulmonaire par robot assisté. Financer la recherche, soutenir et accompagner les malades, informer et promouvoir la prévention et le dépistage, avec le comité de Côte d'Or de la Ligue contre le cancer, nous avons des raisons d'espérer. J'ai attrapé cette maladie à mon âge, à 59 ans. Et donc j'ai passé les radios du poumon et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait effectivement une petite tache sur un de mes lobes de mon poumon droit. Mon médecin m'a proposé de refaire un diagnostic 6 mois plus tard et ils ont constaté qu'effectivement cette tache en question était encore là. Donc ce matin, le patient avait un nodule qu'on appelle en verre dépoli, c'est-à-dire un petit cancer qui a évolution assez lente. Et pour ce genre de pathologie, on peut se permettre d'enlever qu'une partie du lobe supérieur, c'est-à-dire qu'on a fait une segmentectomie, donc on a enlevé les parties postérieures et supérieures du lobe, ce qui permet d'avoir un geste curatif, c'est-à-dire que ça traite vraiment son cancer. Associé à cela, on a fait un curage ganglionnaire pour enlever tous les ganglions. La prise en charge est adaptée, et donc l'angoisse est a priori moindre. Si angoissé, mais forcément, on ne peut qu'avoir un minimum d'angoisse. Donc c'est aussi un peu rassurant d'avoir aussi des professionnels qui sont un peu à l'écoute des patients. L'intérêt du robot par rapport à la chirurgie dite célioscopique, c'est de faire des gestes beaucoup plus compliqués, puisqu'on a les 3 dimensions de l'espace avec les pinces du robot. C'est comme si on avait ses mains à l'intérieur, et donc on peut se permettre de faire des dissections plus poussées et d'opérer des cas plus complexes. Donc, des patients qui ont moins de douleur, ça veut dire moins de complications respiratoires. Il est plus facile de respirer après l'intervention, de faire ces exercices de kinésithérapie respiratoire et de ce fait donc une moindre durée de drainage et une moindre durée de séjour hospitalier, un retour à domicile beaucoup plus précoce. L'intervention en elle-même en général est un petit peu plus longue parce qu'il y a un temps d'installation qui est plus important pour le robot. Mais ensuite, le temps opératoire en lui-même est à peu près identique à la chirurgie ouverte. Simplement, on utilise le matériel qui permet de passer à travers la paroi sans l'ouvrir et donc de faire les mêmes gestes que la chirurgie ouverte. On l'a vu tout à l'heure, il a le sourire, il a marché dans le couloir, il va bien. La lobectomie traditionnelle nécessite une cicatrice une dizaine de centimètres, on va dire. Donc voilà, située sous le bras. Donc là, le fait que ce soit une intervention par robot, ça fait juste 3 petits orifices qui sont beaucoup plus faciles à cicatriser forcément. Il m'a bien expliqué effectivement le fonctionnement, quelle était la différence avec effectivement la procédure d'avant. Alors, donc moi j'ai eu mon intervention qui était hier jeudi et normalement je dois sortir dimanche voire lundi. Donc vraiment en 4 jours, c'est super. Le fait d'avoir fumé pendant presque une quarantaine d'années, forcément ça a déclenché aussi cette maladie. C'est toujours bon de prendre cette décision, de dire stop quoi. Vous rendre la vie plus facile avec proximité et en toute confiance. Asahi Dijon vous présente le CM2R et la filière Alzheimer.
Donc ma femme a présenté quelques troubles de mémoire pas très importants il y a une dizaine d'années. Et au fur et à mesure, j'ai vu que ces problèmes augmentaient. Je m'en suis aperçue parce qu'il avait un manque d'orientation. Disons, il se perdait en voiture, il ne retrouvait pas notre maison, il ne retrouvait pas l'endroit où il allait. Alors donc ça m'a déjà travaillé pour m'en occuper plus. D'autre part, il restait inactif, il était assis dans son fauteuil, il n'avait plus d'activité, alors qu'il était aéromodéliste et qu'il faisait donc la télécommande de ses avions, alors plus rien du tout. La maladie d'Alzheimer a effectivement été diagnostiquée et depuis, c'est une évolution lente qui se passe. Ma femme a des troubles de la mémoire immédiats, ça, elle n'existe plus. Donc dans le cadre du soin, une des missions principales du CM2R, c'est une collaboration pluridisciplinaire qui regroupe des médicaux, que ce soit neurologues, gériatres, mais également psychiatres, également une équipe paramédicale composée de neuropsychologues, orthophonistes, psychologues cliniciens. La recherche au CM2R est une mission extrêmement importante. Il y a deux types de recherche, une recherche dite institutionnelle, qui est une recherche observationnelle avec un suivi de malades qui se fait à l'échelle nationale, mais également une recherche industrielle basée sur les essais thérapeutiques à la recherche de nouvelles molécules capables de traiter la maladie d'Alzheimer. La deuxième mission du CM2R, c'est l'enseignement, c'est participer à l'éducation de l'ensemble des professionnels de santé amenés à prendre en charge des patients victimes d'une maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, tant sur le plan médical que chez les paramédicaux. Un rôle essentiel est joué par l'infirmière coordinatrice, tant au niveau du soin, où elle va jouer l'intermédiaire médico-social, qu'au niveau de la recherche, avec l'aide des attachés de recherche clinique, par sa participation aux essais thérapeutiques. Alors France Alzheimer est une association qui a 30 ans d'existence. Cette association a une mission essentielle, c'est celle de l'aide aux aidants, c'est celle de l'aide aux familles. Car les familles sont vraiment confrontées à d'énormes difficultés, depuis l'annonce diagnostique jusque malheureusement sur un parcours qui est plutôt en déclin et qui nécessite beaucoup d'aide. Donc on est là pour leur proposer du soutien psychologique individuel auprès d'une psychologue clinicienne qui est diplômée à l'association, qu'on propose gratuitement. On propose des choses un petit peu plus de l'ordre du collectif, avec des groupes de parole qui sont animés également avec notre psychologue. L'occasion de pouvoir un petit peu confronter les idées, les expériences, s'enrichir aussi du chemin de chacun et chacune, pouvoir un petit peu se positionner par rapport à ça. Pour les personnes qu'elle avait l'habitude de côtoyer, je ne dirais pas qu'ils s'éloignent, mais le fait de constater la maladie chez mon épouse les empêche peut-être de venir plus souvent à la maison et de la rencontrer et de pouvoir échanger avec elle. De ce fait, ma femme se retrouve un peu seule, et bien par la même occasion, moi également. On propose des rencontres dans un café public. On propose des sorties tous les mois, soit dans la nature, soit des sorties un petit peu plus culturelles. On propose des séances d'activité physique qui s'adressent donc à la personne malade et à son aidant familial. Oui, alors on organise aussi tous les mois un bistrot musical et on a été soutenu dans cette action par les musiciens de l'université. Et la musique, on sait que la musique est un support extrêmement utile pour aider les personnes malades à réveiller des émotions et à sortir d'un enfermement. Oui, la vie continue. Enfin, moi, je ne trouve pas vraiment malheureux, si on veut bien, parce qu'on est tous les deux, on est encore dans notre maison. Bon, ben, ma foi, tout va à peu près bien.
au bloc opératoire, c'est extrêmement important de parler de sécurité parce qu'on doit gérer les effets indésirables. C'est capital pour la prise en charge de nos patients. Notre objectif est vraiment de limiter au maximum ces effets indésirables en sécurisant la prise en charge. La sécurité du patient au bloc opératoire commence bien avant son arrivée au bloc opératoire, et notamment une semaine à l'avance lors du staff de programmation, durant lequel des informations chirurgicales et anesthésiques vont permettre aux équipes de configurer de manière optimale l'environnement et la salle d'opération. Au niveau chirurgical, la préparation de la salle d'opération fait l'objet d'une ouverture de salle d'opération tracée dans notre logiciel bloc. Elle consiste à la vérification de points clés, le traitement d'air, la table d'opération, le bistouri électrique, l'aspiration et bien évidemment tous les équipements lourds qui doivent être vérifiés dans leur état de fonctionnement. Sont également vérifiés la présence des dispositifs médicaux à usage unique, les dispositifs médicaux implantables ainsi que l'instrumentation. Toutes ces étapes répondent à des règles strictes et des pratiques professionnelles codifiées, faisant elles-mêmes l'objet d'évaluations régulières. Il n'y a pas d'intervention chirurgicale standard et chaque patient est unique. Plusieurs points. Le premier est la checklist qui est nommée par la Haute Autorité de Santé, l'HAS, qui comporte 3 volets. Donc un volet qui est pré-induction anesthésie, qui est fait par le médecin anesthésiste et son assistant, l'infirmier anesthésiste, et qui permet de revérifier l'identité, qui permet de revérifier l'intervention avec notre infirmière de bloc opératoire, d'être sûr que l'ensemble de la prise en charge va être bien géré avec le matériel anesthésique, le matériel chirurgical. Vous êtes madame? Est-ce que vous pouvez me l'épeler s'il vous plaît? Et votre date de naissance? Oui, sur son feu. Parfait, c'est pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur dans le dossier. Et dernière question, vous venez chez nous pour vous faire opérer de quoi? Une prothèse totale de la hanche. D'accord, très bien. Parfait, on est bien d'accord, toutes les informations sont bonnes. De quoi on vous opère et de quel côté? Alors, la prothèse totale de la hanche à gauche. Très bien. Et vous savez par qui? Docteur Julien, Yann Julien. Très bien. Le deuxième volet très important est le volet pré-chirurgical, avant l'intervention, où là on fait un temps de pause avec l'équipe médicale de l'anesthésiste et l'équipe chirurgicale avec le chirurgien, où là on va revérifier encore une nouvelle fois l'identité, revérifier que tout le matériel soit disponible en salle. Donc on est bien avec madame oui, bien pour une prothèse de hanche du côté gauche. Oui. Il n'y a pas eu de souci à l'intubation, il n'y a pas de risque. C'est pas très bien, donc on est dans les bonnes conditions pour commencer cette intervention. C'est notamment un des points clés de la sécurité, c'est la bonne installation du patient, qu'il soit bien installé sur la table d'opération. Notamment dans cette intervention, une prothèse de hanche, il sera en décubitus latéral. Il faut qu'il n'ait pas de point de compression au niveau du membre supérieur et puis qu'il soit bien positionné pour qu'on puisse mettre les implants dans de bonnes conditions. Et puis le troisième volet est le volet après l'intervention chirurgicale où là nous allons échanger conjointement entre le chirurgien et l'anesthésiste des prescriptions post-opératoires, de l'orientation du patient, la salle de surveillance post-interventionnelle, les soins continus, la salle de réanimation en fonction de l'état du patient, qui est un état évolutif. Et nous allons vérifier aussi que le compte des compresses soit bien présent, que les prélèvements aient bien été envoyés, donc avec l'infirmier de bloc, pour s'assurer de la continuité en fait de cette prise en charge. Il est important de faire cette checklist, de faire un temps de pause et ce n'est pas du temps perdu en fait, c'est du temps gagné. Hein, c'est extrêmement important que tout le monde soit vigilant à tout ça. Nous travaillons en équipe, nous sommes un collectif coordonné et nous sommes là pour la sécurité de nos patients.